besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win, again the no. Win, the yes, needs a no to win, again the no. Il te parle d'amour, toi tu écoutes ce curieux discours. Ils t'apprennent tout de leur vie, s'ils sont heureux ou s'ils s'ennuient. Ils repartent tous au petit jour. Tous les hommes ont peur de l'amour, l'aventure au coin d'une rue. Monsieur tout le monde, tu l'as connu. Il te parle d'amour. Toi Pour tu gagner. écoutes ce curieux Win, the yes, needs a no to win, again the no. Même les chiens ont besoin de caresses. Il te parle d'amour. Toi tu écoutes ce curieux discours. Il monte chez toi, tiens, salut docteur. J'ai la migraine, j'ai mal au cœur. Pas public, dans ta tête tu es pudique. Pas public, même si tu leur prends du prix. Pas public, pour toi chaque âme est unique. Tu te donnes, tu te donnes, tu te vends. Femme publique, tu connais bien la musique. Femme publique, chaque rencontre est magique. Femme publique, tu ne te rappelles plus de rien quand arrive le petit matin. Qu'est-ce que tu fais là, à te promener dans le port? Je dis bonjour à plein de gens que je vois et qui ont les mêmes idées que moi. Et c'est quoi les idées? Et c'est quoi les idées que vous avez en commun et quels désaccords vous avez aussi? Parce que je suppose que vous n'avez pas que des accords. La problématique, c'est les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et donc qui sont une aberration parce qu'on ne peut pas les maintenir enfermés par une clôture, donc ils vont se répandre partout. Et moi, en plus, je suis agriculteur bio, donc je n'accepte pas qu'on nous confisque le vivant, en fait. Et donc les graines OGM, on ne peut pas les reproduire. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'a pas encore aucun élément pour prendre vraiment, pour laisser se développer ce genre de choses. Et le pire, c'est s'il n'y a que des graines comme ça, il n'y aura plus que quelques grosses firmes qui pourront les commercialiser, les prix augmenteront et les pays pauvres ne pourront jamais acheter ce genre de graines. Et alors que le meilleur moyen de nourrir un pays, c'est de laisser les paysans faire eux-mêmes leurs semences. J'étais devant Cargill. Les Brestois, ils savent que ça pue en général quand il y a du vent, mais à part ça, ils connaissent pas grand-chose d'ici. Oui, Cargill est pourtant extrêmement important dans le monde de la transformation des végétaux notamment. C'est la première société américaine privée, c'est le plus grand exportateur des États-Unis en végétaux, hein, et le plus grand importateur européen dans les végétaux, soja, colza, tournesol. Et de fait, c'est le plus grand importateur en Europe de soja transgénique et de colza transgénique, de fait.
Et ça représente combien de salariés? Ici, il y a 50 salariés. Mais dans le monde, Cargill, c'est énorme. C'est 99 000 salariés dans 63 pays. En même temps, qu'est-ce que tu expliquerais aux salariés qui se disent en fait s'il n'y a plus les OGM, il n'y a plus mon taf quoi? Alors c'est une contradiction qu'on peut trouver ici à Brest, pareil pour les industries de la défense. Mais on peut leur dire qu'il y a quand même moyen de faire autre chose et de faire d'abord des filières non OGM. On pourrait très bien, si on le décidait, mettre en place des filières séparées. Et actuellement, on ne peut pas parce que tout arrive ensemble. Ici, dans l'usine de Brest, on est incapable de savoir ce qui est OGM et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est quand même tout à fait anormal, alors qu'il n'y a pas de transparence à ce niveau-là. On ne sait pas ce qui est vendu aux agriculteurs, on ne sait pas ce qu'ils achètent finalement. On ne sait pas ce qu'on consomme indirectement par les produits carnés et par les produits laitiers notamment. Donc de l'emploi, bien sûr, c'est un problème, mais on n'est pas obligé de faire n'importe quoi au nom de l'emploi. Toi, tu fais de la peinture OGM, c'est ça? Carrément quoi. Ça c'est un stylo aussi spécial OGM quoi. C'est super, tu vois, t'as un trait extrêmement délicat quoi. Bien plus qu'avec des produits bio quoi. Tu vois. Le crayon OGM. En fait, les OGM, c'est que pour faire des dollars et des euros, c'est pas pour faire des livres sterling? Ouais, non mais oui, c'est pour faire de l'argent quoi. Faut pas faire d'OGM, ouais. Pourquoi? Bah c'est, tu vois un peu comment ça fonctionne? Bah, explique-moi quand même. Bon, alors d'après ce que je peux savoir, c'est des organismes donc, qui ont été génétiquement modifiés pour pouvoir être proposés à la culture. Ces organismes-là une fois qu'on modifie le génome d'une culture, on peut déposer un brevet. Et donc c'est l'exploiter absolument comme on veut. La plupart du temps, ceux qui déposent des brevets, en fait, c'est de sociétés, soit de pesticides ou des grandes industries pharmaceutiques. Et il s'avère que la plupart du temps, les cultures qu'ils vont développer sont faites pour pouvoir vendre leurs autres produits, comme ce qu'ils sont en train d'expliquer là. La plus grande variété de soja qui est fabriquée en ce moment de façon génétiquement modifiée, c'est une variété de soja qui est prête à utiliser du Roundup, qui est résistante au Roundup, qui est un désherbant assez connu. Et donc bon, bah voilà, c'est la même société qui développe ce soja-là que la société à qui appartient le Roundup. L'OGM arrache pas mal, ouais. T'es toujours pas redescendu du coup? Tu descends jamais avec une ligne d'OGM. Tu redescends jamais, t'es loin. T'es loin. Et ça bouge pas le nez, le maïs, comment tu fais en fait? Tu l'écrases avant, Pilé, tu maïs, ouais, tu fais... du maïs pilé. Maïs sec, tu le fais bien sécher. Et pilé, tout simplement. Narine de gauche, de droite ou par les oreilles? C'est quoi le mieux? Ouais, c'est tout. Tu peux faire un space OGM, tu peux tout faire. Hein. Tu peux le bouffer, tu peux le sniffer. Ça dépend des jours. C'est de me rendre compte de ce qui se passe. J'habite juste à côté, j'habite en face, donc Cargill c'est en face de chez moi et les OGM, comme tout le monde, j'aimerais bien savoir ce que je bouffe. Et ce qui donne à manger à ma fille aussi. Ça pue pas trop quand tu ouvres tes fenêtres? Si, ça sent. Souvent, selon d'où vient le vent, souvent on se tape un bon vent de sud là, et on se prend tout et ça pue. Il y en a qui sont habitués depuis des années, mais pas moi, parce que j'arrive en plus, donc... T'arrives pas à t'y habituer quoi? Non, pas encore, non. Ouais, j'espère que je vais pas m'y habituer, mais c'est mal parti d'après ce qu'ils disent. Nous on en respire tous les jours, surtout dans les gens qui habitent juste au-dessus à Saint-Marc là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à respirer de l'OGM? Alors c'est ce que j'expliquais, les OGM, la culture de soja OGM au Brésil intensifie l'utilisation des pesticides. Ces pesticides, notamment le Roundup, sont de plus en plus utilisés là-bas. Donc on retrouve des résidus dans le soja. Ces résidus-là sont responsables de maladies et donc il est possible il est certainement probable que ce soja transmettre des résidus de glyphosate dans l'alimentation des animaux. Alors à savoir, est-ce que pour les habitants proches du port de Brest, il y a un risque? Je pourrais pas me positionner. Enfin, en tout cas, vaut mieux se boucher le nez quand on passe par dans le coin, quoi. Pas que parce que ça pue. Non, évidemment, mais je crois qu'il faut pas pratiquer la politique de l'autruche, juste
se boucher le nez. Il y a des moyens d'action, il y a des pressions à faire sur les distributeurs et en tant que consommateur, en tant que citoyen, on a aussi le devoir d'interpeller nos élus. Sie war schön und zeigte stolz ihre Beine dem ganzen Café. Das hab ich vergessen, doch wie üblich am Tresen hat der Wirt mir davon erzählt. Jetzt bleibt mir nur. Donc tout ce week-end on est à l'hôpital Canfroute pour la fabrication d'une phytoépuration chez Delphine, une fille de l'hôpital Canfroute qui rénove sa maison. Et donc là, ce qu'on a organisé, en fait, c'est un chantier festif avec tout le groupe de cet été. On avait planché sur l'idée de repratiquer ce qu'on avait vu un peu. Et donc l'idée de la phyto, ça avait pas mal été redit. Et donc du coup, on a cherché du monde et ça avéré qu'ici, il y avait moyen d'en faire une. Et du coup, on a organisé tout ça. On a fait en sorte qu'il y ait du monde qui vienne. Et on a aussi fait une expo pour expliquer aux gens et tout, pour que les gens puissent un peu s'approprier la technique. Et donc du coup, voilà, ça marche bien, il y a carrément du monde et tout. Et là on est dimanche, ça fait la fin de la deuxième journée, la fin du week-end, et on a quasiment fini et ça le fait carrément. Ok, et c'est une phyto? C'est une phytoépuration. Donc ce qu'on a vu chez Michel, donc l'épuration des eaux usées par les plantes. Donc là en fait il y a des eaux d'évier et des eaux de salle de bain qui vont arriver là par une tranchée qu'on a creusée tout du long depuis la maison, qui arrive là en haut du champ. Donc ils atterrissent dans la phyto, on va installer les plantes. Là on est en train d'installer les bâches pour imperméabiliser. Ensuite on va mettre du gravier, du sable, on va installer les plantes et on va remplir ça d'eau et donc une fois que le système sera mis en place, l'eau sale va s'écouler, va être prise par les plantes et elle va arriver en bas là et elle va pouvoir alimenter un jardin dans le bas du champ. Le groupe il est resté assez le même, les gens sont restés intéressés et au contraire il y a d'autres gens à venir un peu se fixer, à s'intéresser à ce qu'on fait. Et donc là c'est le chantier, le premier chantier festif qu'on organise, mais il y a l'idée de continuer carrément notre chantier avec ça peut être sur les énergies renouvelables, les éoliennes, on a plein d'idées comme ça qui courent. On a aussi l'idée des toilettes sèches avec la caravane qui est arrivée ce week-end. Donc on va aménager en toilettes sèches pour pouvoir les transporter sur les festivals et pour faire aussi de l'autofinancement pour le Clage. Je sais que c'est écologique parce que c'est utiliser des plantes pour traiter les eaux usées. Et ça permet d'éviter d'utiliser des produits chimiques, d'éviter de balancer des nitrates et tout dans les nappes phréatiques pour pas avoir à chlorer l'eau. Chacun a des bases un peu en tous
que certains, genre Elvira, elle connaît un peu la maçonnerie. On utilise les connaissances un peu de tout le monde dans tous les domaines, niveau plomberie et tout. Et nous ce qu'on connaît, c'est la phytoépuration, quoi. Après, faire un mur et tout, on n'est pas trop spécialiste, donc il y a des gens qui connaissent plus ça. Et après, quelqu'un qui sait pas du tout, rien faire du tout, il peut rentrer, quoi. Ouais, il peut rentrer parce que de toute façon c'est pour apprendre, quoi. C'est pour que les gens s'approprient les techniques, donc. Et l'autonomie? En quoi c'est un truc d'autonomie, ça? L'autonomie, parce que je sais pas, moi par exemple en ville, les eaux usées, il faut repartir à 15 km de chez soi avant de trouver la fin de leur traitement, alors que ça y est, quoi, ça devient de l'eau potable et ça reste dans sa propriété, donc oui, c'est autonomisé. Et c'est gratuit, quoi. Ouais, enfin gratuit, c'est bon marché. C'est pas cher. Sie war schön und zeigte stolz ihre Beine dem ganzen Café. Das hab ich vergessen, doch wie üblich am Tresen hat der Wirt mir davon erzählt. Jetzt bleibt mir nur noch die Hölle zu Haus, die sie mir jetzt macht. Kein guten Tag, kein gute Nacht. Und jedes Mal fängt sie wieder damit an, weiß verblüht, der Flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt, sieh nur was bleibt. Das Schlimme ist, so manches Mal denk ich gern an das, was war. Und ich muss sagen, dass, wenn ich trinke, die Welt ersäuft in dem, worin ich versinke. Jetzt sitze ich und hör gut zu und mach alles mit, was man mir sagt. Wo und wie viel und den ganzen Rest, der da noch war. Weiß verblüht, der Flieder zur Zeit. Zu mir hast du ja gesagt und sieh nur was bleibt. Voilà, moi, dès que je croise un barbu dans la rue, je m'arrête et je lui montre ce petit bouquin. C'est la Bible du barbu, car en fait, pour me présenter, je m'appelle Pierrot et je suis collectionneur de poils de barbe. Alors, je vais vous montrer un petit peu, donc va falloir que je pose le micro. Voilà. Ceci est une collection de poils de barbe. Donc, à chaque fois que je croise un barbu dans la rue, je m'arrête. Et voilà, je partage avec lui 5 petites minutes de délire pour lui montrer tous les barbus qui sont passés avant lui. Et si le monsieur est d'accord, il me laisse un poil de barbe. Avec une finalité quand même à cette collection, c'est qu'à chaque fois, j'ai le numéro de téléphone. Ça, c'est très important parce que avec tous ces numéros de téléphone, je rappelle tous les barbus de cette collection pour le Festi-Show des barbus. Et oui, c'est une fête de tout poil avec des barbus de partout, des gens qui sont en poil. Et c'est histoire de se poiler, on fait un petit festoche avec... Et tu fais ça quand? Le 24, 25, 26 juin de cette année dans les environs de Saumur. Donc voilà, avis à tous les barbus qui sont motivés. N'hésitez pas à venir me croiser si vous me voyez sur les routes, quoi. Et est-ce que tu as trouvé le poil de barbe de Ben Laden? Hélas non, mais je suis à la recherche. J'ai déjà demandé un poil de moustache de José Bové, mais savez-vous ce qu'il m'a répondu? Privé? Mon poil n'est pas une marchandise. Voilà, j'ai rien pu dire. Et quand est-ce que tu fais la même chose avec un festival de chauves et de poils de chauves? Mais ça existe déjà apparemment, on m'a dit que ça existe. Ah ouais, les poils de chauve ça existe? Les poils de chauve pas spécialement, mais festival de chauve ça existe déjà. Je n'aime pas me regarder. Eh mec, tu fous de la gueule! Mec, tu fous de la gueule! Oh mec, tu fous de la gueule! Quoi?
C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Maria, Maria, non so io che sono la rua, e la rua che non sa. Crevons la sourde oreille, en avant la musique. Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, Souffle un vent de panique. gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse, sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. D'abord, au départ, cette rue était très mal considérée. Et quand on connaît un peu l'histoire, enfin, il n'y a pas grand-chose, hein, on ne peut pas retrouver beaucoup de choses sur l'histoire de cette rue particulièrement, mais quand même, quoi. On sait que dès le XVIIIe siècle, cette rue était déjà considérée comme étant malfamée. Et déjà au XVIIIe siècle, les gens qui habitaient cette partie-là de la rue, celle qui est encore pavée, là, on les appelait ceux d'en bas. Et aujourd'hui, les gens du quartier appellent l'association ceux d'en bas aussi. Donc voilà, les siècles passent et là, je te parlais surtout de 93, 2005. Oui, alors pourquoi ça allait être démoli? Pour des raisons différentes. Hein. En 90, parce que la rue, c'était pas, pour eux, c'était pas une rue, c'était une verrue. Voilà. Wow. Ils me le disaient tous, hein, tous les politiques que j'ai rencontrés à l'époque, c'est une verrue. Ils n'ont pas réussi puisque moi j'habitais là, je me suis implantée dans la maison là, et donc ils ne pouvaient pas démolir quand même avec quelqu'un dedans, ça faisait pas chic quoi. Et en 93 ils ont remis le couvert parce qu'on était des incompétents, on voulait faire ici un camp retranché, enfin ça c'était certain, hein, pas tous évidemment. Et là, ils ont la merveilleuse idée de faire intervenir une association de travail temporaire, là, de travail occasionnel. Mais cette association de travail occasionnel là, a quand même a quand même bossé dans la rue. Et nous, on était là, on les a vus faire et on a vu que tout ce qu'ils faisaient pour cette maison à côté, qui était une maison du 18e, hein, qui était en état. Hein. Il n'y avait pas de toiture, parce que toutes les toitures avaient été volées, hormis ces deux-là. Mais quand même, la maison était bien, quoi. Tout ce qui était fait, comme c'était fait par des gens qui ne connaissaient rien dans l'habitat ancien, toutes les manœuvres qui ont été effectuées, on aurait dit que c'était un travail de démolition, mais sur 10 mois, quoi. Au lieu de faire sur 10 heures, ils auraient pu le faire en 10 heures. Mais pendant 10 mois, nous, on a vu tout ce qui se faisait et qui allait faire tomber la maison. Et en 94, donc, voilà, les maisons sont tombées. Et puis, mais nous, on est restés. Et jusqu'à là, jusqu'en janvier cette année, où on nous a redit qu'il fallait... que maintenant elles étaient dangereuses, évidemment, au fur et à mesure du temps et des dégradations, ça ne peut pas s'améliorer, quoi. S'il n'y a pas d'intervention sérieuse sur des bâtiments comme ça, nous on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas les moyens financiers en tout cas. Même s'il y a les moyens humains, et puis c'est surtout que c'est la propriété de la ville, et qu'on ne peut pas envisager de faire des gros travaux, on n'a pas le droit, enfin, on n'a aucune autorisation. À un moment, on avait branché pas mal de gens, les compagnons du devoir, par exemple, qui pourraient faire des trucs assez super ici, quoi. Ils sont voisins en plus, c'est aussi une histoire de bon voisinage. Mais bon, ça ne nous appartient pas, donc les autres ne peuvent pas s'engager auprès de nous, puisqu'on n'a aucun droit d'être là. S'il y a eu une alerte sérieuse de destruction en 2005, tu crois que c'est juste le temps qui passe ou il y a eu un truc particulier qui... Je suis sûre, je sais que c'est le projet du plateau des Capucins la rue Saint-Malo est concernée par ce projet-là. Elle fait partie du périmètre. Donc
pour moi, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, c'est simplement faire place nette, c'est-à-dire l'association en étant là, tout en étant bien considérée, enfin, c'est ce que les élus nous ont bien dit et répété, et puis je pense qu'ils étaient sincères d'ailleurs, que le travail qu'on fait ici était reconnu, qu'ils aimeraient bien effectivement qu'on soit relogé dans le quartier, y compris dans la rue. Enfin, ils mettaient des choses en avant, sauf qu'ils avaient oublié un détail, c'est que quand même on est là depuis, moi j'habite ici depuis 15 ans pour défendre ce bout de la rue, pas plus haut quoi, je ne vais pas me retrouver dans un logement opaque, je vois pas qu'est-ce que je foutrais là quoi. Est-ce que c'est pas une question que c'est devenu un peu de leur embarras ce lieu-là maintenant avec tout le projet de... Mais t'imagines, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette rue? Plein de choses, hein. Plein de choses qui peuvent rapporter des sous, effectivement. Sauf que ça perdrait tout son charme et que ça n'aurait plus aucun intérêt, quoi. Cette rue, elle existe. Elle a quelque chose, il n'y a rien à lui rajouter, enfin. Si, à faire en sorte qu'effectivement les maisons soient en état, et puis pas faire n'importe quoi, pas mettre comme justement, quand il y a eu cette fameuse intervention du chantier de réinsertion, du ciment sur des bâtiments du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ils ne connaissaient pas le ciment. Ça a été, donc, toutes les maisons qui sont antérieures à la découverte du ciment ne devraient pas avoir de ciment, ça les tue. J'étais donc convoquée toute seule à cette réunion. J'ai bien fait préciser. À quelle réunion? Où on m'a informé que ça allait être muré ou rasé, la rue, là, le 11 janvier de cette année. C'est une réunion publique? Ah, pas du tout. Non, là c'était le cabinet du maire qui me demandait de me proposer une date pour me rencontrer. C'était donc le 11 janvier. Ouais, alors j'ai bien dit, il me dit tu viens seul, le chargé de mission. J'ai dit donc c'est pas du tout la présidente de Vivre la rue, quoi, parce qu'autrement je viens pas seule, quoi. Il me dit non, c'est toi en tant qu'habitante. Donc j'ai été en tant qu'habitante. Et je les ai répondu en tant qu'habitante parce qu'ils m'ont donc demandé si je voulais déménager, qu'ils me relogeaient dans des conditions énumérées, puis j'étais prêt à beaucoup de choses, quoi. Et j'ai dit non, bien sûr. J'ai dit je savais que vous allez me le dire un jour, maintenant c'est bien, on est débarrassé, vous l'avez dit. Ça fait 15 ans que j'attends ce moment, et moi je vais vous dire une chose, et puis je ne le redirai pas, c'est non. Voilà, comme ça, je dis non. Et on part sur d'autres bases, et puis la discussion n'est pas du tout... Et puis voilà, nous on a fait des propositions. On dit si vous avez peur de la sécurité, ça, nous on prend toutes les responsabilités. Et puis on a proposé un bail amphithéotique. Ça se fait dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de communes, des associations signent un bail amphithéotique. Vous connaissez les bails amphithéotiques? Non. Et bien, je vais vous expliquer. Moi, je ne savais pas longtemps non plus, je connais. Alors, c'est un bail qui est de 18 ans minimum et de 99 ans maximum renouvelable, et qui donne à l'association qui signe ce bail absolument tous les devoirs et les droits de propriétaire, y compris d'hypothéquer même les maisons, tu vois, pour faire des prêts et tout. Faire des prêts, tu demandes des subventions, et tu es responsable totalement de ça. Comme la ville ne voulait pas prendre de responsabilité, c'est ça apparemment qui les chagrinait, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Ils avaient peur pour nous, pour les gens qui passaient. Donc on leur a proposé, nous on prend toutes les responsabilités, y compris, on trouve le financement, on se démerde. On a regardé, évidemment, merci Internet, on a trouvé plein de solutions de financement, et surtout avec le projet en bioconstruction qu'on a donc depuis 15 ans, hein, ça tombe bien, maintenant ça commence à être bien perçu, et puis il y a des subventions particulières pour ça. Donc on sait trouver un financement. On a la chance d'avoir un architecte spécialisé en bioconstruction dans le CA de l'association. Je crois qu'il y en a 2 en France, il y en a un donc c'est pas mal aussi. On connaît maintenant, lui il est prêt, quoi. Ça fait déjà 3 ans et demi qu'il bosse avec nous sur tous les projets. On est prêt vraiment à... Et donc
en retour de cette proposition que j'ai donc monsieur le maire, enfin voilà, une lettre. Rendez-vous, mais là c'était plus à la mairie centrale, c'était à la mairie de Saint-Pierre, de la rive droite maintenant. Et là on propose, on dit bah voilà, on propose à l'association. Donc là je suis venue avec Xavier, l'architecte, Xavier Baruet qui est l'architecte. Et il proposait à l'association là un bail amphithéotique pour ces 2 maisons. Voilà, ça bon, voilà, il propose. Alors on dit, bon, voilà, c'est une avancée, n'importe comment, c'est envisageable, c'est même souhaitable, quoi. Sauf que tout le reste, on ne va pas le laisser comme ça, ni le laisser démolir, ni quoi que ce soit, quoi. Donc on renouvelle notre projet, on accepte que dans les conditions, que tout le reste ne soit pas réduit, raboté, mais bien sauvegardé, sans enlever une pierre, en bioconstruction, en vue de faire des restaurations totales après, mais faire en sorte qu'on puisse rebâtir des maisons très facilement sur le travail qui sera fait, c'est-à-dire ne rien démonter, quoi. Alors, il y avait Xavier qui était là, il leur a fait tout un... Il est balèze, il est très fort. Et il leur a fait tout une explication là-dessus. Et quand il a fini, le maire du quartier, Jacques Quilien, a dit bah, c'est exactement ce que l'architecte des bâtiments de France préconise pour la rue Saint-Malo. Voilà. Et ça, c'était pas possible avant, d'avoir un accord comme ça? Écoute, nous, ça fait un moment, hein, mais quand on en parlait, il disait oui, en disant n'importe comment, ça se dégrade, ils vont pas pouvoir... Enfin, c'était bizarre, quoi. C'est vrai que nous, on leur a montré, on a modélisé toute la rue telle qu'elle était au 18e, aujourd'hui, et puis avec les projets justement de restauration et tout, en bio, avec des récupérations de chaleur, enfin tous les trucs, tu vois. Mais bon, mais on a à plusieurs, hein, on a montré, on a fait aussi la salle des conférences à la mairie, enfin on a montré à plusieurs reprises, quoi. Et puis, mais ça a débouché sur rien, quoi. Nous, on remettait un petit peu le couvert assez régulièrement. Mais c'était, ah oui, c'était intéressant, mais rien, quoi. Et là, pourquoi un accord d'un coup? Et là, tout d'un coup, parce qu'en fait, parce que rien, parce qu'en fait, il avait toujours dans la tête qu'un jour, il fallait qu'on foute le camp et qu'il faisait semblant de... Je pense que c'est ça. Il se disait, bah, à un moment, n'importe comment, raison, péril, enfin, il y a des choses, le maire peut prendre une décision comme ça, hein. Décider que les bâtiments sont trop... Ils ont fait passer un expert. Pourquoi ils sont revenus en arrière là-dessus? Parce qu'on s'est mobilisé. Ça marche, hein. La lutte. Donc à la suite de l'Assemblée générale extraordinaire, on décide d'une conférence de presse qui a lieu. Et là, c'était le matin, il y a 40 personnes de l'association, des amis qui sont venus pour la conférence de presse. Déjà, c'était... bondé, on était tous dans la maison, on se marchait dessus, enfin c'était... Et les journaux ont bien ébruité l'affaire, à tel point que on a eu des tas de visites, des coups de fil, des mails de partout, et qu'on a décidé de mettre en place aussi un comité de soutien. Et là, on est à 1000 personnes qui font partie du comité de soutien pour la rue Saint-Malo. Il y a une dizaine d'Américains qui des USA pour nous soutenir en disant oui, nos parents sont venus pour défendre Brest et maintenant, enfin c'est assez hallucinant. On a des commentaires comme ça, ce qui fait que maintenant on se dit bah, il faut faire quelque chose avec tout ça, c'est trop beau, quoi. Et puis on a envie de faire une publication en essayant de reprendre quelques commentaires assez forts comme ça, et puis des photos de la rue, et puis de garder une mémoire comme ça, parce que c'est ça qui a fait que, voilà, la réponse à ta question, voilà pourquoi ils ont changé d'avis. Et après, c'est une sorte d'accélérateur, en fait, ce truc-là des plateaux de Capucins, que ça a failli être détruit d'un côté ou finalement rénové, oui, oui. Ça accélère dans un sens ou dans l'autre. Oui, alors du coup voilà, ils nous confient les 2 maisons, ils ont accepté ça, mais en espérant, enfin bon, je pense que notre projet en bioconstruction, ça les a séduits. L'architecte des bâtiments de France nous a invités la semaine dernière à un colloque national sur l'écologie de l'habitat ancien.
C'était extrêmement intéressant. J'ai appris plein de trucs. Enfin, en tout cas, ça m'a conforté sur plein de choses. C'est vraiment, on est en plein dedans, quoi. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il faut que cette rue soit refaite en bioconstruction. Pas l'ombre d'un doute. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non so eu che so da rua, e la rua che non sa. Mieux que ta bouche, mieux que tes lèvres, tes omoplates, tes yeux. Mieux que ton coude à ma fenêtre. Non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Le premier jour, alors qu'il terminait tout juste son sandwich poule œuf mayo, Dieu eut une idée lumineuse. Il s'inventa lui-même. Il resta sceptique jusqu'à ce qu'il eût créé le miroir et le sentiment de satisfaction. Peu de temps après, il fit apparaître la conscience. Enfin, après le goûter, il modela la terre et l'univers tout autour. Cela ne le satisfaisant point, il inventa la toupie et s'amusa avec le globe terrestre. Mais il était bien maladroit, alors la terre pencha. Il inventa ensuite successivement la fatigue et le sommeil. Puis il s'endormit sous l'effet de la fatigue. Cette nuit-là, Dieu ne rêva pas. Le deuxième jour, il inventa l'eau, les océans, les rivières, les ruisseaux et les petites gouttes d'eau. Puis il inventa la pluie et sa corollaire expression « Quel temps de chiottes !» Il conçut ensuite les latrines, la chaise d'eau et les petits blocs WC que quand on les met, eh ben c'est rigolo parce que l'eau elle est bleue et quand on fait pipi dedans, elle devient verte. Satisfait de sa dernière trouvaille, il inventa le rêve et sombra dans l'abysse du sommeil. Cette nuit-là, Dieu fit un rêve. Le troisième jour, en se réveillant, Dieu inventa les étirements, puis il inventa le pied gauche qu'il posa à terre en se levant. Alors il ne manqua pas l'occasion d'inventer la malchance. Ensuite, il inventa le cognage de l'orteil contre le bord du lit et le juron adéquat. Merde! Il n'estima pas cela suffisant. Il inventa donc la souffrance, et devant celle-ci, créa les peaux de l'œil. Avant de s'endormir, il créa le temps, puis le réveil qu'il régla pour le lendemain. Cette nuit-là, Dieu fit un rêve ponctuel. La sonnerie stridente du réveil marqua le début du quatrième jour. Dieu inventa sans tarder le manque d'inspiration, et devant ce dernier, créa l'homme, le seul animal assez con pour lui élever des églises et lui vouer un culte. Avant de s'endormir, Dieu inventa le moustique et le sommeil agité. Cette nuit-là, Dieu fit un rêve bourdonnant. Le lendemain, le cinquième jour, en s'éveillant, Dieu inventa l'expression « avoir la tête dans le cul ». Sans même prendre le temps de boire un cappuccino, il se mit à inventer frénétiquement et nous vous épargnerons de la litanie de la liste de ses créations. Citons-en tout de même quelques-unes au passage. L'herpès, le rhume des foins, l'acné, la menstruation, la ch'touille, la déripète, les verrues, les hémorroïdes, la gastroentérite et les démangeaisons testiculaires. Avant de s'allonger sur son nuage douillet, Dieu inventa l'insomnie. Cette nuit-là, Dieu rêva qu'il ne dormait pas. Le sixième jour, il inventa le remords, les pharmaciens et les préparateurs. Puis, ce fut au tour de la poésie d'être créée. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Mais comme la poésie, il trouvait ça chiant. Il inventa le football et les slips kangourous. Avant de s'endormir, Dieu inventa encore l'ennui. Cette nuit-là, Dieu fit un rêve ennuyeux. Enfin, le septième jour, d'aucuns vous diront que Dieu s'est reposé. Mais ne les croyez pas, ils mentent. Sans frémir, je puis vous l'annoncer. Le septième jour, Dieu s'est fait chier.